Salut à tous et bienvenue sur Avis Express pour le test d'un projecteur qui pourrait bien ravir la place du XGIMI Horizon Pro dans mon cœur, grâce notamment à l'utilisation de la technologie ALPD 3.0. C'est parti pour le test du Dungbay Mars Pro 4K. Non content d'être très avancé techniquement, il est en plus stylé. En tout cas, c'est ce qui est écrit juste ici. Et qu'on va vérifier ensemble d'ailleurs. Alors, je vous cache pas qu'au début, je m'étais demandé comment on ouvrait le carton. Et bon, au bout de 3 secondes, problème résolu, on est accueilli par la signature Dolby Audio sur le côté. Et on découvre au final un projecteur à l'esthétique assez raffiné, d'une longueur de 24,6 cm, profondeur de 20,9 cm, hauteur de 17,3 et un poids non négligeable de 4,6 kg. Il faut que j'investisse dans un socle tournant. Regardez, il est beau, il est véritablement très beau, que ce soit les reflets projetés directement à l'aide des surfaces, alors vitrées ou plastiques. Vous avez en face avant une surface plastique, mais vous avez une face vitrée sur la partie supérieure. Vitrée et tactile, ça c'est pour le côté cool, avec une petite surcouche de protection sur la partie supérieure en sable noir qu'il faudra dépoussiérer de temps en temps. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'optique ici qui dispose d'un ratio de projection de 1 pour 27 pour 1. Ce qui vous permettra d'obtenir une image de 100 pouces avec 2,80 m de recul. Je vous laisse faire le calcul en fonction de votre disposition, pouvant aller jusqu'à 150 pouces. Il s'agit d'un projecteur 4K obtenu à l'aide du traitement XPR qui permet à partir d'une puce Full HD fonctionnant à 240 fps d'obtenir une véritable image 4K en 60 fps. La puce qui se cache derrière tout ça est bien connue si vous faites partie de mes abonnés, il s'agit de la Texas Instruments DMD 047. On est donc sur un projecteur DLP qui intègre la même technologie qu'on va retrouver à l'intérieur du XGIMI Horizon Pro, à un détail près qui pourra bien faire toute la différence. Le Dungbay envoie du 3200 lumens stratosphérique là où le XGIMI plafonne à 2200. Cet écart de luminosité est la résultante d'un choix technologique, les LED chez XGIMI et le ALDP 3.0, une projection. Cet écart est la résultante de deux choix différents entre les deux marques, le LED pour XGIMI et le laser ALDP 3.0 pour Dungbay. Il y a encore pas mal d'autres choses à dire, bien sûr, sur la partie projection, mais on reviendra dessus à l'intérieur de la vidéo. Vous allez pouvoir fixer le projecteur sur un trépied costaud. On est encore une fois sur du 4,6 kg. Le projecteur est évidemment stéréo avec du 2 x 10 watts intégré, mais pas de signature Harman Kardon. Restons sur de l'audio, on a de la jack 3.5 et de la SPD-IF optique à ce niveau-là. Deux ports USB 2.0, j'aurais bien aimé avoir un USB 3 quand même. Deux prises HDMI 2.0B avec une HDMI ERC et en guest pouvant toujours être utile, un port RJ45 pour la connexion réseau. Je dis ça au cas où vous en doutiez, on a bien sûr le Wi-Fi à l'intérieur sur les bandes 2,4 et 5 GHz, pas de Wi-Fi 6 évidemment, Bluetooth 5.0, 4 Go de RAM en support 128 de stockage et processeur Mediatek pour venir décoder vos flux vidéo. C'est parti pour le test. Ah, c'est le moment où je vais pouvoir sortir un de mes jouets préférés, la toile de projection. Alors j'en ai une ici, mais qui est dédiée au projecteur laser à courte focale. Donc pour le coup, qui va prendre la lumière par le dessous, on a besoin d'un autre type de toile pour ce genre de projecteur, même si vous pouvez projeter sur mur acrylique, et c'est ce que moi je fais au quotidien d'ailleurs. Dans ma chambre, je projette sur un mur peint acrylique basique. C'est vrai que dans l'idéal, avoir ce genre d'installation, c'est plutôt cool. Même si l'image est parfaitement visible, ce qui n'est pas forcément le cas pour vous, là, via la retranscription de la caméra, le projecteur n'est pas fait pour diffuser une image dans une pièce en plein jour, totalement éclairée. Donc du coup, je vais baisser les volets et je vais vous montrer ce que ça donne. Oui, je pense que vous l'avez remarqué, on a radicalement changé d'univers et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les images qui suivent risquent d'induire un certain bonheur oculaire, même dans des séquences difficiles, comme c'est le cas ici, séquences filmées en sous-marin, avec une petite sensation de présence d'HDR à l'intérieur, puisqu'on a quelques pics de luminosité qui viennent rehausser les poissons, qui viennent rendre l'impact du soleil sur les coraux plutôt sympa. On se fera un point sur la qualité de l'image tout à l'heure, mais là c'est vraiment pour vous mettre l'eau à la bouche. On va commencer par les fondamentaux. On est sur un projecteur alors qui fait aucun bruit. Il est extrêmement silencieux, c'est bluffant, c'est probablement le plus silencieux que j'ai pu avoir jusqu'ici. Et pour moi, c'est un critère important. La télécommande répond bien, on est sur une télécommande Bluetooth, quel que soit l'angle où vous allez la pointer, vous allez avoir une réaction immédiate du projecteur. Par contre, elle est basique, ils ne sont pas particulièrement foulés chez Dungbay. Déjà, il n'y a pas de raccourci Netflix, YouTube, etc. Les basiques qu'on peut retrouver sur certaines télécommandes. On est sur du full plastique, avec, bon, 2-3 boutons, je dirais, qui manquent légèrement d'ajustement par rapport à ceux que j'ai l'habitude de connaître, mais un bouton subsidiaire sur le côté que vous allez pouvoir paramétrer, qui lui est par contre très cool. En appuyant sur ce bouton, vous allez pouvoir lui assigner une fonction. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer, faites pause si jamais vous voulez les voir avec un peu plus d'insistance. L'image que vous voyez à cet instant précis fait 100 pouces avec un recul du projecteur
qui est situé à 2,80 m et suffisamment de luminosité, à mon avis, pour vous permettre des diagonales assez ahurissantes que je peux plus me permettre malheureusement sur mon mur, puisqu'il est quand même pas mal occupé. La reproduction des couleurs est assez fidèle, on sent que les concepteurs du projecteur ont voulu conserver une teinte naturelle sur un projecteur qui aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin grâce à la technologie ALPD 3.0. Pas de cropping, pas d'overscan, pas de recadrage, de grossissement artificiel, mais présence quand même de très légères bandes grises entourant le cadre ici de l'écran, alors que vous n'allez pas forcément distinguer à l'image, et qu'on voit extrêmement peu d'ailleurs dans la vraie vie, mais qui doivent faire 2-3 cm à peu près d'épaisseur. J'aime bien cette scène pour évoquer alors contraste et luminosité, essentiellement le contraste, qui n'est pas parfait sur ce projecteur, puisqu'on a quand même une sacrée puissance lumineuse. Si vous la réglez sur le max, vous obtiendrez, alors non pas du 3200 lumens, mais à peu près du 3100 lumens, ce qui est conforme à la promesse, on va dire, constructeur, faisant pâtir un petit peu le contraste lorsque vous choisissez ce paramètre assez élevé. Alors, de manière relativement légère, c'est pas le drame du siècle, il n'y a aucunement la sensation d'avoir une image délavée dessus, mais effectivement, vous pouvez préférer, en fonction des situations, baisser ou faire décroître sensiblement le niveau de luminosité pour accroître la profondeur des noirs qui peut souffrir de temps en temps. La luminosité est quant à elle vraiment un sacré délire. J'espère que vous la ressentez face à la caméra, même si, comme d'hab, je le dis, ma caméra ne peut pas retranscrire la qualité de l'image telle que moi je la vois. Vous avez des points de saturation plus élevés. Il est assez difficile de trouver les bons réglages. On a un niveau de luminosité qui est génialissime. Jamais vu, en tout cas en ce qui me concerne, à l'intérieur d'un projecteur de ce genre de gamme à ce genre de tarif. Il est au top, clairement, à ce niveau-là. Dans sa version native, le lecteur intégré au projecteur n'est pas en mesure de décoder les métadonnées de la HDR et vous faudra utiliser des éléments externes. Et c'est vrai qu'au niveau logiciel, on reverra tout à l'heure, c'est pas le meilleur. Mais niveau fluidité, il a un paramètre absolument génial, la compensation de mouvement que vous avez juste ici, qui s'affiche avec une petite scénographie. Donc je vais enlever la compensation de mouvement et on voit alors la nana en train de courir vraiment saccadée. Alors je sais pas si la démo a été faite pour être totalement réaliste, mais quand on passe, ne serait-ce que sur le niveau médium, la fluidité saute aux yeux, encore plus lorsqu'on est en compensation de mouvement haute, ils ont véritablement assuré sur ce paramètre-là. Ils ont moins assuré sur la partie traduction. Alors réseau, c'est facile, mise au point, correction trapézoïdale, paramètres de projection, ça va, Bluetooth, etc. Photo, j'aurais plutôt appelé les réglages vidéo, du son au lieu de mettre à la limite son, tout simplement, ça aurait suffi. Lorsque vous allez dans les paramètres, par exemple, ici, bon, on a des traductions qui permettent tout à fait de comprendre l'intention, c'est pas toujours extrêmement bien fait, mais ouais, il y aurait 2-3 petites améliorations à faire. Correction du trapèze, c'était pas là. J'avais un autre petit truc à vous montrer, voilà, paramètres de projection, méthode de projection, investissement formel, levage vers l'avant, tout ça pour indiquer la rotation du projecteur. Ça, c'est pour le plaisir de râler. On a bien sûr l'autofocus à l'intérieur de ce projecteur mis au point que vous allez pouvoir faire de manière manuelle, bien sûr, ou de manière automatisée, qui fonctionne plutôt bien, même si j'ai préféré, dans la mise au point automatique, la version détaillée. Il m'est arrivé parfois de prendre la mise au point automatique légèrement à défaut. Donc je clique par exemple sur cette icône-là, orange, que vous avez ici au milieu de l'écran. Si vous sentez que le projecteur peut faire mieux, vous rappuyez sur OK et apparaît la mire qui, elle, donne une mise au point automatisée de plus grande qualité. OK, il l'a fait très rapidement et à la perfection. J'ai un rectangle absolument parfait. Et tout s'explique, la raison pour laquelle il ne m'a pas fait la correction trapézoïdale dès que j'ai déplacé le projecteur, c'est parce que le paramètre était désactivé. Vous avez l'évitement automatique aussi, ça c'est cool, je l'utilise mine de rien assez fréquemment. Donc on va faire 2-3 petits tests. Je vais remettre le projecteur au centre maintenant qu'il est en correction automatisée. Voilà, nickel, il me fait tout seul. Et puis on va essayer de le piéger, je vais faire le recadrage automatisé de l'image. Alors je vais me mettre devant, normalement il devrait détecter ma présence, ça m'éclate les yeux le niveau de luminosité, je vous raconte même pas. Normalement il devrait diminuer la taille de projection, voilà, c'est ce qu'il a fait pour m'éviter, moi, en tant qu'obstacle. Et ça me sert dans ma chambre, parce que le mur sur lequel se trouve la projection, il y a tout simplement ma porte de chambre que je laisse ouverte pour aérer quand même un minimum. Et lorsqu'il détecte ma porte de chambre, il va réadapter la taille automatiquement. Mise en place du réseau, c'est nickel, ça se fait tout seul. La mise au point, on l'a vu. La partie correction trapézoïdale aussi, paramètres de projection, mis à part quelques traductions à refaire, voilà, nickel. Le Bluetooth, ça marche, avec parfois un léger décalage, ça va dépendre du type de kit de son d'enceinte que vous allez utiliser. Vous allez pouvoir avoir l'ajustement automatique de l'image. Vous avez plusieurs modes bien sûr disponibles qui vont exploiter plus ou moins la puissance lumineuse du projecteur. Vous avez le mode jeu pour avoir un temps de latence minimum, temps de latence qui doit être autour de 200 millisecondes en temps normal et peut basculer un temps, théoriquement de 20 millisecondes, si jamais vous le souhaitez,
ajustement automatique de l'image, ça marche plutôt bien. On est sur un projecteur 3D évidemment, le niveau de luminosité, économie d'énergie, je vous montre juste rapidement ce que ça donne directement à l'image. Point culminant, c'est lui qui atteint les 3100 lumens, ajusté automatiquement. Éventuellement, le mode standard suffit largement dans la plupart des cas. Au niveau du son, il y a quelques paramètres supplémentaires. Vous avez bien sûr un égaliseur à l'intérieur du projecteur, plus ou moins utile, la possibilité de choisir la sortie en audio numérique. Alors, vous n'avez pas de Dolby Atmos, voilà, vous n'avez pas ces fonctions-là. Vous allez utiliser probablement le PCM la plupart du temps. Ça, c'est pas très utile, non. Dans Saisir, qui est mal traduit, vous allez pouvoir choisir votre source de projection. Vous allez pouvoir activer le contrôle, le CEC, voilà, le Consumer Electronic Control, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Mettez sur pause si vous voulez voir les paramètres avec plus de détails. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, pour avoir la réduction du temps de latence, le mode jeu se trouve à cet endroit-là. Pour les autres paramètres, il y a du basique et surtout la possibilité de faire la mise à jour à distance. Bon, niveau interface, on va pas se mentir, c'est pas magique. Lorsque vous arrivez sur le projecteur pour la première fois, vous allez avoir cette interface-là qui est extrêmement limitée. Et la première chose que vous allez faire, c'est installer Android. Le projecteur a été probablement packagé pour la communauté internationale qui n'accepte pas toujours Android. Donc la première chose que vous allez faire, c'est aller dans Community, How to install Google Service, etc. Et vous allez suivre, voilà, installer l'APK. Tout va se faire de manière totalement automatisée, vous permettant d'avoir accès à certaines fonctions, mais malheureusement pas à toutes. On va le voir directement ensemble. On va commencer tout de suite par les mauvaises nouvelles. La Netflix, malheureusement, qui n'est pas gérée par le projecteur. J'ai une anomalie, il faudra passer par un système externe, par exemple une Fire TV Stick, etc., pour avoir Netflix. Ce qui n'est pas le drame du siècle, je vous le recommande assez fréquemment dans l'univers des vidéoprojecteurs, mais là, ça me paraît assez évident, vous ne pourrez pas faire sans, malheureusement. Ce que j'ai noté YouTube aussi, qui n'est pas idéal, alors il fonctionne honnêtement en 1080p, mais pas en Full HD, ça n'a rien à voir avec ses capacités de décodage. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était bel et bien YouTube, mais sur une Xiaomi Mi TV Stick 4K, là, pour le coup, ça marche effectivement, encore une fois, en Full HD, mais pas en 4K. Voilà, je me suis mis en Full HD, comme vous pouvez le voir, et là, c'est impeccable. Mais on sent que le projecteur n'est pas packagé du tout pour la partie, on va dire, américaine, en tout cas la suite Google. Une fois installé le framework Google, vous allez télécharger certaines applications qui, elles, fonctionnent très bien, comme par exemple Prime Video. Et c'est assez rapide, hein. Franchement, que ce soit dans la partie Wi-Fi ou dans la partie exécution de menu, on a un bon processeur à l'intérieur qui gère tout, qui décode assez vite. Voilà, nickel, je ne peux pas vous en montrer plus. Vous allez avoir accès aussi à l'indispensable Molotov qui fonctionne impeccablement. Je me demande si, par hasard, je fais toujours mes tests à la même heure, je tombe toujours sur cette émission-là, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, on va la mettre, un rituel, c'est pas que les sujets soient forcément passionnants. Donc le préchargement se fait en basse définition comme toujours et au bout de quelques secondes, vous aurez la HD qui s'active. Et voilà, ça y est, l'image est passée en haute définition, il a fallu à peu près 10 secondes. Après, j'ai pas testé tous les services de streaming, voilà, vous avez Sisplay, Apple TV, etc., la possibilité d'avoir TikTok qui, j'imagine, fonctionne mieux et surtout VLC qui va me permettre de tester les capacités de décodage. Grâce à VLC, j'accède à mon NAS et donc à mon réseau local qui contient un certain nombre de fichiers. Là, vous avez un fichier Full HD encodé en H264, encapsulé dans du MKV, fichier de 18 Go qui transite donc par le réseau 5 GHz. Et marche absolument impeccablement, mais ça c'est normal. Infiniment plus difficile, et là j'ai fait exprès de vous couper l'image. Vous avez une vidéo cette fois-ci encodée en H265, toujours du MKV, qui est lu de manière totalement fluide, fichier de 40 gigaoctets en 10 bits 4K, et c'est absolument impeccable. Allez, je vous donne quelques secondes de Harry Potter pour tester le temps de latence, c'est-à-dire le temps, l'input lag plutôt, le temps de réaction entre le moment où j'effectue un mouvement directement à l'aide de ma souris ou de mon clavier et sa répercussion à l'écran. Il est alors sensiblement perceptible là avec mon ordinateur, suffisamment fiable pour pouvoir jouer à Harry Potter, on va dire honorablement, mais c'est pas parfait et ça se sent bien malheureusement. Alors j'ai baissé sensiblement la luminosité pour pas que ce soit trop éclatant et que vous puissiez lire les textes. On est sur un projecteur que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour effectuer des présentations PowerPoint, dans un cadre éventuellement professionnel. Dès lors que vous pouvez faire quand même une petite pénombre chez vous, c'est nickel. Alors c'est extrêmement lisible, on est sur de la 4K, donc de toute façon c'est absolument limpide à ce niveau-là. C'est plus la luminosité qui lui fera défi, paradoxalement. Il faut quand même des environnements au boulot qui soient un brin sombre pour profiter véritablement d'une image exploitable. C'est parti pour un petit Mario Kart, on va continuer les tests avec une console. J'aime bien le Picture in Picture que vous avez ici en haut à gauche de l'image, qui va permettre de voir ce qu'il y a sur le port HDMI à cet instant précis. Première chose que je peux vous dire, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'image est véritablement magnifique, c'est très beau. Alors sur ce genre de console, avec ce genre de jeu vidéo, forcément c'est fait pour magnifier le tout, et super, l'input lag est nickel. Le jeu est impeccablement fluide. Alors je ne sais pas pourquoi sur mon ordinateur,
j'avais pas la même chose, enfin j'ai un câble HDMI très long sur ces tests-là. Donc bon, c'était peut-être lié à ça. J'en sais rien. En tout cas, là, je peux vous dire une chose, c'est que sur la Switch, c'est nickel. L'input lag est totalement imperceptible. Alors, en théorie, il est censé être à 20 millisecondes. Il me semble qu'on est plutôt de l'ordre du un peu moins de 50 millisecondes, ce qui est le palier, on va dire, en dessous duquel il vaut mieux être. Et ce qui est sûr, c'est qu'en sensation, c'est absolument nickel. Voilà. Je peux jouer de toute façon, c'est simple, hein. Quand on peut pas jouer à un jeu vidéo, projecteur, télé, etc., ça se voit immédiatement. Les temps d'action sont tellement longs que voilà, il est impossible de détruire un ennemi. Les virages, en général, on n'est pas assez doué pour les prendre. Enfin bref, là, c'est parfait. C'est tout simplement parfait. J'ai rien à demander de mieux. Alors niveau son, comme je peux pas vous faire écouter des passages avec des musiques soumises à droit d'auteur, je vais vous faire écouter un peu de Mario Kart, faute de mieux. Je peux aussi vous faire écouter un peu de musique libre de droit. Ça chante plutôt pas mal, hein. C'est pas exactement au même niveau que XGIMI, mais il n'y a pas de fausses notes. Suffisant pour remplir mon salon de 40 mètres carrés. Ça donne quand même envie d'avoir un kit externe, évidemment, un caisson de basse, mais il y a quand même un certain niveau de profondeur dans ces enceintes. Il n'y a pas de saturation, c'est moins précis que ce que j'ai pu entendre en matière de haut de gamme, mais c'est honnête. Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est le cas de cette vidéo. On va débriefer un petit peu, on va commencer par les éléments positifs. Le design, ça compte pas énormément, mais il est vraiment très beau. L'image est splendide, elle est vraiment très belle. Que ce soit en matière de luminosité, elle est vraiment quasiment inattaquable. En tout cas, aujourd'hui, à tarif équivalent, j'ai jamais vu de projecteur aussi lumineux que celui-là. Il est au top, ce qui signifie que vous allez avoir plus d'aisance pour l'utiliser, notamment de plein jour. Il a un bon niveau de colorimétrie, même si on aurait aimé avoir une meilleure exploitation de la LDP 3.0 qui a été fait un petit peu mieux. Chez Xiaomi, on a quand même une colorimétrie qui est très bien, qui est très flatteuse, qui a été réglée intégralement en usine. Donc du coup, vous n'avez absolument rien à faire lorsque vous recevez ce projecteur, ce qui est extrêmement pratique. Le contraste est perfectible, comme sur la plupart des projecteurs de manière générale. À vous de voir aussi si vous investissez dans une toile avec un gain minimum qui vous permettra d'équilibrer finalement le rapport entre les qualités, les défauts du projecteur et la toile que vous allez choisir. Ça va permettre d'améliorer un petit peu les choses. Au niveau médium, non, au niveau bon, toujours, on a l'input lag pour la partie console de jeux vidéo. Je ne sais pas pourquoi, sur mon ordinateur, ça a été un petit peu plus décalé. Mais en tout cas, sur la Switch, ça s'est passé absolument nickel. J'ai pas de PlayStation 5 malheureusement pour tester, mais enfin, j'imagine que ça passe aussi à ceci près qu'on n'est pas sur du 120 Hz ni sur de l'USB 2.1 pour profiter réellement des capacités d'une PlayStation 5. Niveau médium, donc on est plutôt sur le son. Il est bon, il est très sympa, ça passe bien. C'est pas ultra profond, il n'y a pas de basse, voilà, il n'y a pas d'ampleur, il n'y a pas la signature Harman Kardon avec la précision derrière, mais on a quand même un volume sonore qui remplit plutôt bien la pièce, qui permet d'apprécier une petite séance de cinéma sans forcément avoir de kit externe. La chose à modifier, à changer, à remplacer, c'est clairement l'interface évidemment, non pas la partie calcul, qui elle est très bonne, hein, le processeur est parfaitement en mesure de décoder des films en 4K, c'est juste la partie logicielle, alors qui n'a pas été prévue visiblement pour l'Europe, en tout cas pas extrêmement bien. On n'a pas une adéquation parfaite avec la suite Google. Moi, je vous conseille fortement d'investir dans une clé externe, une Fire TV Stick, une Chromecast, Xiaomi Mi TV 6, que vous avez envie, Apple TV, pourquoi pas, une box qui vous permette d'avoir, on va dire, une meilleure l'accès à toutes les applications, éventuellement des paramétrages supplémentaires. Voilà, c'est son véritable défaut, je vais dire, à ce projecteur. Maintenant, on investit en règle générale pour l'image, on investit pour le son, et à ce niveau-là, il se démerde vraiment très bien, voire même mieux que le XGIMI Horizon Pro dans pas mal de domaines, notamment niveau imagerie, il le concurrence plus que largement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projecteur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Si vous voulez que je fasse un comparatif, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de le faire dans les prochains jours.
Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!